C'est en 1984 que Thierry Strauss rachète à son ancien entraîneur de basket un pressing dans le centre de Strasbourg. 40 ans plus tard, Thierry est l'heureux propriétaire de 4 pressings dans la capitale alsacienne, situés dans 4 quartiers emblématiques, Cruteno, Petite-France, Robertsau et Orangerie. Les pressings de Thierry Strauss ont acquis, à force de travail, une réputation méritée de qualité. Les coulisses du pressing, l'art de la propreté, avec Thierry Strauss. En 40 années, Thierry Strauss a vu les choses évoluer en matière de technique notamment, mais aussi en ce qui concerne l'aspect humain des choses. Au début des années 2000, après 16 ans d'exercice en tant que chef d'entreprise, Thierry a commencé un travail sur lui. Il a même envisagé une reconversion. Je vais te dire, j'ai eu la chance, en 2000, j'ai dû prier pour faire une formation de psychothérapie. De psychothérapie. Oui, rien à voir, parce qu'il voulait pas le gars qui s'appelle Richard Meyer, qui est un docteur psychiatre, qui a créé son école à Lipsheim de somatothérapie, ne voulait pas me prendre parce qu'il prenait que les métiers adaptés. Il m'a dit pourquoi un pressing? Moi je tenais beaucoup à faire cette formation. En fin de compte, vu mon insistance, je l'ai faite. C'est une école qui coûte très cher. Mais ça m'a changé la vie, pour pas me dire bouleverser la vie. Déjà, ma timidité, elle est partie. Ça m'a fait le plus grand bien. C'était jour et nuit entre l'entrée à l'école et la sortie de l'école. Là, j'ai vu... Grâce à cette psychothérapie. Oui. Là, il s'est passé quelque chose. C'était une année riche, 2000, puisque j'ai aussi connu ma compagne qui était psychothérapeute et je me suis amouraché d'elle. Elle, pas du tout, mais moi beaucoup. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble. 24 ans après, donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites à ce niveau-là. Après ces 2 ans d'école, j'ai fait encore une certification de coaching à Eken, chez Jérôme Chidarome, et j'ai une certification de coaching, et j'ai pu poser une plaque à Strasbourg, coaching individuel, parce que c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Donc entre quelques chemises à détacher et quelques rendez-vous de coaching, à un moment donné, il fallait que je choisisse un peu le métier parce que je ne pouvais pas faire les deux. J'ai laissé tomber le coaching, pas parce que ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais peut-être un peu trop vieux. Et comme ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, beaucoup de gens trouvaient que le peu que je demandais, c'était encore un petit peu de trop. Donc c'était pas assuré. Mais je pense que c'était un métier qui m'aurait beaucoup plu. Aussi peut-être de faire des rendez-vous extérieurs ou des formations. Et en tout cas, pour revenir à ta question, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu coacher mon équipe et ça m'a beaucoup appris. En fait, ce qu'on demande aujourd'hui aux managers, tu l'appliques depuis longtemps. Depuis longtemps. Je vais te dire, mon papa était pharmacien dans un petit village à Egbolsheim. Il avait non plus jamais de problème de salarié. Lui aussi, déjà à l'époque, c'était un exemple. Donc je pense que j'ai hérité aussi de ces gènes. Mais t'es un touche-à-tout quand même. En fait, quand on regarde bien, t'es quelqu'un qui aime apprendre, qui aime évoluer. Tu t'arrêtes jamais en fait. Oui, c'est vrai que je me lasse vite. Parce que dès que je suis arrivé à un certain niveau... Enfin, pas tout à fait quand même, 40 ans de pressing, on peut pas dire que ce soit... Non, mais par exemple, maintenant je me suis lancé dans le nettoyage de chaussures. Voilà. Alors c'est sûr que c'était quelque chose qui me plaisait parce qu'on voit un avant et un après. Quand on m'amène une chaussure dégueulasse, voilà. Alors il y a que moi et Marine c'est ma fille qui ont fait cette formation, mais c'est que moi qui ai ces chaussures. J'en fais pas trop de pub parce que je veux pas non plus 30 paires par semaine. Ça me fait plaisir d'en avoir quelques paires par semaine, juste pour le plaisir de les faire. Voilà, c'est une satisfaction vraiment personnelle parce que sur la chaussure, on gagne pas d'argent. C'est beaucoup d'huile de coude, les bons produits. Et je me suis dit aussi que si les gens ils sont sensibles à une bonne paire de chaussures, c'est nettoyer, c'est qu'ils sont aussi sensibles à un bon nettoyage des vêtements et que je les aurai aussi pour leurs vêtements. Donc c'est quand même tout cela est très 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 réfléchi. Tu es un homme de communication aussi. Alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de communication sur les pressings. Toi, par contre, à Strasbourg, tu es bien connu pour ça. Tu communiques énormément. Tu fais même une newsletter. Ah ben la communication, j'ai toujours un petit peu un rappel à mon papa là, qui me disait toujours, j'avais pas encore le pressing, mais qui me disait à l'époque, quand on parle d'un commerce, il faut en parler en bien ou en mal, mais il faut en causer. Donc autant que ça soit en bien. La communication, elle est venue très tard au pressing. Alors bien entendu, j'ai fait beaucoup de pubs par le passé qui n'ont rien rapporté. Dans les calendriers ou dans les pages jaunes ou dans les formulaires de pêche et chasse, enfin comme on faisait dans le temps, hein, ça m'a jamais rien ramené, beaucoup de pubs pour rien. Parce que ça sortait pas du lot en fait.
Il n'y avait pas, voilà, on Non, ne fait pas attention à ce genre de... Non, Alors que la communication que tu as aujourd'hui, on la remarque. Ah oui, oui. Et tout ça, c'est venu par une dame, quand j'étais encore rue d'Austerlitz, qui était en train de mettre des stickers sur mon voisin qui avait la ville de Bâle pour Noël. Et je l'ai interpellé et je lui ai dit vous feriez ça aussi sur mon pressing ? Et elle m'a dit mais bien sûr, puisque c'est son métier. Et de là, j'ai commencé une communication sur les vitrines. En parallèle de ma communication sur les vitrines, qui était déjà assez provoque, on va dire, qu'on voyait, mais j'en étais vite las. Alors je changeais très rapidement. J'avais qu'une vitrine, donc je pouvais me le permettre. Et je faisais aussi des cartes postales adaptées à ma vitrine. Et des gens collectionnaient mes cartes postales. Et à peine ils étaient là 2 mois, ils disaient « Ah, les nouvelles cartes postales ne sont pas encore sorties. » Donc je changeais de vitrine souvent. Du coup, j'ai aussi... Cette même personne me faisait les pictogrammes aussi sur ma voiture, hein, à tel point que je devenais déjà un peu spécial. Je m'en suis rendu compte tardivement. Sur ma Kangoo, par exemple, j'avais la pub du pressing sur le toit. Alors quelqu'un m'a dit, tiens, pourquoi tu l'as sur le toit ? Tu peux aussi la mettre en dessous, hein, comme ça, si le garagiste fait la vidange, il verra que c'est le pressing. Hein. Parce que quand je me disais, quand je livre à Haute-Pierre ou dans des immeubles à Eunheim, hein, comme ça, les gens, ils me voient de loin, ils voient la voiture que c'est. Bon, ça ne m'a rien rapporté. Je pense que l'hélicoptère de la police aussi arrivait bien à me suivre. La newsletter, pour en parler, à vrai dire, elle faisait 2 pages. J'avais 4 salariés, je les avais bien mis en avant. J'avais mis ce qu'on faisait dans le pressing, j'avais mis quelques blagounettes. Et ça devait être là, c'était un peu l'ADN de l'entreprise. Et spontanément, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils m'ont appelé, ils me téléphonaient, ils me disaient « C'est quand qu'il arrive une 2e newsletter ?» Mais j'avais même pas pensé à la 2e, puisque tout était dit dans la première. Mais la première, elle était où ? On l'a trouvée comment ? On l'a trouvée sur les comptoirs Sur les comptoirs, oui, je la distribuais juste à mes clients. Oui, ouais, simplement. Et il n'y avait rien de spécial, enfin pour moi, il n'y avait rien de spécial. Mais les clients en demandaient plus. Mais j'avais plus rien à dire, hein, que tu veux dire dans un pressing, à part que je nettoie les tapis, que je fais ça. Et puis j'y réfléchis. Et puis il y a une 2e, une 3e, une 15e, une 30e, une 40e. Après, je les ai mis tous ensemble, j'en ai fait un cahier. Il faut aussi dire que les 4 pressings avant étaient indépendants, c'est-à-dire c'était 4 entités distinctes. Il y avait mode pressing, il y avait le pressing Beuclin d'œil, c'était un petit jeu de mots avec la rue Beuclin d'œil. Voilà. Il y avait ici, ça s'appelait le pressing votre linge de A à Z. Ici à l'Orangerie, où nous sommes. Ouais. Et le pressing de la Petite France s'appelait le pressing Fingvillers. Hein. Donc c'était 4 entités. Et en 2016, les 4 pressings sont devenus le pressing, avec chacun sa particularité de quartier, le pressing Orangerie, le pressing Cruteno, le pressing Petite France et le pressing Robertso. Et là, j'ai recommencé les newsletters qui étaient beaucoup plus agréables parce qu'il y avait moins ce mélange de pressing, elles étaient beaucoup plus claires. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette newsletter ? Un peu d'actualité, des anecdotes ? Ah ben oui, ça dépend du moment. Il y a un peu quelques conseils de gauche à droite. Il faut une photo souvent provoque qui fasse tilt. Et ça dépend. Voilà. Ouais. Des fois, j'ai rien qui arrive, mais j'arrive toujours à mettre 2 pages en place. Alors, cette newsletter, tu l'as dit, elle s'adresse à tes clients essentiellement oui. Aux clients, ouais. Aux concurrents aussi ou aux confrères, on va dire. Allez. Oui, quand je passe leur dire bonjour, je leur donne, hein, voilà. Quel regard ils ont sur ta façon de communiquer, justement ? Je sais pas. J'ai pas d'idée. À vrai dire, je pensais que je serais un peu imité. Pourquoi pas, hein ? Et pas du tout. Je suis très étonné que personne n'ait eu l'idée de me faire une pub sur une vitrine ou autre. Maintenant, c'est vrai que tout ça a aussi un coût. Hein. Alors, je vais te dire, je vais ni au tennis, ni au golf, ni au Scrabble, ni au bridge. À vrai dire, c'est mon dada. Hein. C'est mon dada. Au basket, toujours un peu ou pas ? Plus de basket non plus. C'est vrai que c'est de l'argent, mais je me fais plaisir en premier lieu. Et aujourd'hui, je ne te dis pas avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je prends des cours. J'ai une Gaëtan. Parce que tu n'arrêtes jamais, tu aimes bien apprendre en fait. Ah oui, j'aime bien apprendre. Et j'ai du mal à retenir. Parce que c'est vrai qu'au pressing, il faut une excellente mémoire. Souvent, on m'appelait au téléphone, on me dit Thierry, il faut passer là. C'était enregistré. Hein. Aujourd'hui, c'est moins bien enregistré, il faut que je note. Hein. Voilà, donc c'est... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Oui, ça c'est l'excuse. Avant, il y avait toujours beaucoup de choses. Je retenais quand même. Là, je note.
Donc je prends des cours régulièrement et je fais du Canva et puis je fais du LinkedIn, et de l'Instagram et du Facebook Pro, du Facebook particulier. Ça m'occupe bien et j'adore ça. Et en plus, je fais aussi des vidéos. Je me grime en alsacien et je fais l'alsacien et je crois que j'ai 80 vidéos sur YouTube. Tu vas me trouver sous mon nom où il y a quelques blagounettes et aussi quelques conseils de linge, etc. Mais j'ai plein d'idées à vrai dire. C'est fait parce que ça marche, c'est fait parce que tu te fais plaisir. C'est fait aussi c'est que parce ça, que que faire plaisir. Ça marche, tu je peux te fais pas dire plaisir et ça. tu fais plaisir aux gens, quoi, aussi. Oui. Moi je suis très étonné parce que les gens aujourd'hui me connaissent. Tu as des retours quand même. Oui. Même dans la rue, comme ça, les gens ils me disent: Ah Thierry, t'es pas déguisé aujourd'hui? Mais je sais même pas qui c'est. Hein. Voilà. Et puis la dernière fois, il y a un gars qui m'interpelle et il me dit: Tu me reconnais pas? Mais je l'ai jamais vu moi ce gars. Il me dit: Mais je te suis sur Facebook. Je lui dis: Mais t'es qui? Ah Cédric. Ah je lui dis: Mais bien sûr Cédric. Mais je savais pas qui c'est. Mais finalement c'est un plombier. On a discuté pendant 1 heure ensemble. C'était très agréable. Moi je les connais pas, mais j'ai 5000 followers là sur le Thierry. En tout cas, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup fait connaître, c'est l'histoire du Panama. Alors raconte-nous, c'est quoi l'histoire du Panama? L'histoire du Panama, c'était sur mes vitrines, mais déjà 1 an plus tôt. C'était une inscription disant: Nous ne sommes pas au Panama, mais nous blanchissons aussi ici. Un peu provoque quand même. T'aimes bien ce côté un peu provoque. Oui, j'adore ça. J'adore les pubs Benetton du passé, hein, voilà, par exemple. Et j'ai eu une lettre recommandée du Panama, de l'ambassade du Panama à Paris, me disant qu'il fallait cesser cette publicité tout de suite, etc. À vrai dire, cette publicité était déjà vieille il y a 1 an. Et j'avais une formation d'un ami de Paris qui était venu là. Et pour le remercier, je lui avais donné mes newsletters. Et pour me remercier, avait mis sur Facebook cette newsletter ouverte où il y avait marqué le Panama. Et c'est là que les étudiants panaméens ont commencé à s'en plaindre. Et c'est le Panama eux-mêmes là-bas qui avaient dit à l'ambassade de Paris de faire quelque chose, que c'était insupportable. Et donc, moi, j'ai rien fait du tout dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ils se sont rapprochés de moi tout gentils en disant qu'ils m'invitaient à Paris pour en discuter. Et là, on m'a dit: Thierry, il va pas dans une ambassade et tout. Et moi, j'ai dit: on va m'embêter juste pour ça. Et je suis donc allé à Paris tout frais payé. On est allé dans le restaurant de Sophie Marceau. Je savais pas qu'elle avait un restaurant. Et ils m'avaient invité à manger. À vrai dire, à l'ambassade à Paris, ils avaient très bien compris le second degré. Mais c'était pour calmer les Panaméens. Et donc, pour leur faire plaisir, et comme la publicité était déjà vieille, j'ai dit: Bon, alors j'enlève Panama. J'ai dit: Nous ne sommes plus dans les îles, mais nous blanchissons aussi ici. Donc, ça leur a convenu et je suis même parti avec une bouteille de rhum. Mais cette publicité m'a fait énormément de bien, puisqu'il y a eu FR3, il y a eu une grande page dans les dernières nouvelles d'Alsace, ça a fait un grand buzz, à tel point qu'on me voyait dans la rue à Strasbourg, et les gens me disaient: Ah, on peut te prendre en photo, etc. Voilà, c'était... Tu es devenu une vedette? Oui, grâce au Panama. Ouais. Grâce à la réaction du Panama, surtout. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Hein. En 2018, il y a eu la Coupe du Monde en Russie, et le buzz me manquait un petit peu, donc je voulais refaire le buzz. Donc sur une camionnette, je l'avais stické avec une Kalachnikov, mis des balles, des fausses balles, et puis il y avait marqué chez nous, comme ça se passait en Russie, la Coupe du Monde de football, j'avais mis chez nous l'âme slave, on nettoie à sec, pas la Kalash. Et j'avais mis la voiture devant le consulat de Russie, en espérant réaction comme au Panama. Une réaction. Et bien, il n'y en a pas eu. Voilà. Comme quoi. Ça marche pas à tous les coups. Marche pas. Mais tu étais déjà connu aussi, peut-être, donc ça... Ah ben oui. Actuellement, j'ai des billets qui sèchent sur la vitrine à la Pressing Petite France depuis 2 ans. Des billets de 100 €, de 50 €. Ils sèchent. Des vrais billets? Non, des vrais faux billets. Des faux billets. Et puis, il y a le visage de Sarkozy, de Rachida Dati, de Fillon et de 6-7 hommes politiques avec inscrit que, heureusement, que ces personnes n'ont pas ouvert de blanchisserie. Et cette vitrine, je pense qu'elle est photographiée 20 à 30 fois par jour. Hein. Voilà. Donc elle a beaucoup de succès. Le Canard enchaîné t'as pas contacté ou Charlie Hebdo pour faire de... Non. Par contre, la dernière newsletter, j'avais repris, sans vraiment faire attention, mais volontairement, le logo des dernières nouvelles d'Alsace, et je l'avais appelé DNP, dernières nouvelles des pressings. Voilà, en imitant un petit peu, là, mais c'était tout à l'honneur des DNA. Oui, c'était un hommage, on va dire. Voilà, tout à fait. Et que je reçois un coup de fil des DNA disant qu'il fallait qu'ils enlèvent tout, sinon ils allaient m'attaquer.
dont la secrétaire à qui j'ai longuement parlé avait très bien compris le second degré et trouvait pas trop mal ce que j'avais fait. Et c'était son chef. Alors j'ai dit, son chef, il a plus trop d'humour. Déjà le 1er avril, les DNA n'en ont plus, parce qu'ils n'en font plus. Et du coup, donc ça m'a arrangé un peu ce qu'elle m'a dit. Donc, tu parlais du canard enchaîné, donc ça s'appelle maintenant le pressing déchaîné. Hein, ouais. Et j'ai fait une contrepétrie par rapport à ce qu'elle m'a dit. Voilà. Il aurait peut-être fallu leur demander avant. Ah oui, mais ça, je voulais pas. Il y a toujours ce côté provocateur. Voilà, ouais. Tout à fait. Le sens de la provocation, mais surtout un vrai et grand sens de l'humour sur toutes ces communications, sur les vitrines des 4 pressings et sur la newsletter qui paraît régulièrement et dont on trouve le dernier exemplaire sur les comptoirs des 4 pressings. À 66 ans, quels sont les projets, les souhaits, les désirs de Thierry Strauss? Est-ce qu'il en a encore sous le pied? C'est ce que nous découvrirons dans les épisodes suivants. Mais avant cela, nous irons à la rencontre de ses collaboratrices dans les différents pressings et nous dialoguerons avec Marine, la fille de Thierry qui fait désormais partie de l'aventure du pressing à Strasbourg. Les coulisses du pressing, l'art de la propreté, avec Thierry Strauss.